Wow. Push me up. Exactement. Wow. Stop. What? Ah, magnifique. Wow. Bye. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Push Me Up. Je suis toujours ravie de vous retrouver sur ce plateau avec deux chroniqueuses, Maëlys à ma gauche et à ma droite, Johanna. Aujourd'hui, nous allons parler de respect. Et oui, je suis sûre que ça va vous parler cette émission, chers téléspectateurs, parce que le respect, c'est ce qu'on aimerait tous avoir, quel que soit l'environnement dans lequel on se trouve, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, que ce soit avec les amis, dans la famille, dans le couple. Nous voulons être respectés et avoir le respect de tous, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous allons voir justement, oui, il y a des personnes qui vont nous manquer de respect, mais comment justement nous allons aborder ces différentes situations pour justement ne pas tomber dans une colère déséquilibrée? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et nous allons donner, pour commencer notre thème, la définition du respect. Alors, c'est quoi le respect? Alors, le respect, c'est un sentiment qui porte à accorder à quelqu'un de la considération en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. Amen. Et c'est vrai que effectivement, c'est pas tout le monde qui nous accorde le respect. Et qu'est-ce qui peut justement déclencher le manque de respect envers nous? Un des facteurs de ce manque de respect peut être l'ignorance. Les personnes ne peuvent ne pas savoir que, en réalité, là, elles sont dans le manque de respect, tout simplement. Et même pour donner un exemple explicite, par exemple, lorsque nous sommes avec un groupe de personnes et qu'une personne arrive et dit bonjour à toutes les autres personnes sauf à vous, ben, ça peut en fait porter atteinte à notre personne et en fait provoquer le manque de respect également. Oui, effectivement. Il y a aussi les préjugés. Les préjugés, je ne sais pas si vous avez eu à faire face, n'est-ce pas, à certains préjugés, aux dictats de la société sur certaines personnes, que ce soit les blondes, les brunes, etc. Les stéréotypes, eh ben, ça aussi, ça peut être source aussi de manque de respect envers notre personne. Et je ne sais pas si vous avez des exemples, justement. Est-ce que vous avez eu des préjugés du fait que vous soyez noir? Ou alors dans d'autres préjugés par rapport à votre corpulence, etc. Peut-être par rapport aux études, parce qu'avant je faisais des études en philosophie, du coup il y avait des préjugés par rapport à la philo, des personnes qui sont très dans la lune, on va dire, et c'était vraiment les préjugés qu'il y avait, des stéréotypes par rapport aux études tout simplement. Du coup, il y avait des préjugés par rapport à ça. Et moi, j'ai un autre exemple aussi par rapport à ça. Je me rappelle que c'était dans le cadre de lorsque je travaillais au McDo et à cette époque-là, j'avais 16 ans. Et je me rappelle que j'avais dit à mon directeur que moi, j'aimerais bien plus tard travailler dans le droit. Et actuellement, c'est pas ce que je fais. Mais je me rappelle qu'il m'avait dit que les Noirs et les Arabes ne pourront en fait jamais réussir dans le droit parce que c'est un cadre en fait qui est très restreint et c'est ce qu'il m'avait dit. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais un petit peu perdu espoir, mais c'est un stéréotype parce que ma sœur actuellement, elle a fini ses études de droit et elle travaille dans le droit, donc voilà. Et du coup, quand on monte ensemble, on peut se sentir diminué. Exactement. Et manquer de respect sur notre personnalité, sur notre personne. C'est vrai, exactement. Oui. Alors, il y a aussi d'autres causes qui peuvent déclencher le manque de respect. Ça peut être aussi le fait d'avoir différentes opinions. Voilà, différentes opinions sur un sujet et les discussions peuvent s'échauffer parce qu'on a différentes opinions et tout. Et donc, du coup, là, après, ça peut aller dans le manque de respect, le ton monte, l'agressivité monte, etc. Dans les divergences d'opinions. Est-ce que ça vous est arrivé aussi? Moi, ça m'est pas déjà arrivé, mais c'est vrai que je peux prendre par exemple l'exemple de TikTok. C'est vrai que, par exemple, quand je vois des posts chrétiens, c'est vrai qu'il y a souvent des personnes musulmanes qui ne comprennent pas forcément la Trinité. Et c'est vrai que dans les commentaires, ça peut partir en fait en débat. Et finalement, il y a le manque de respect en fait qui arrive également. Et c'est vrai que c'est dommage. Donc, je conseille vraiment de pas rentrer dans les débats parce que ça peut vraiment en fait finir par faire peut devenir, comment expliquer ça? Ça peut faire des conflits. Voilà, ça peut amener des conflits et on part de rien pour finalement aller dans le groupe, quoi.
Oui. Ah oui. C'est là on voit même que c'est dangereux parce que tu peux avoir des querelles avec des personnes juste parce que vous étiez juste au préalable pas d'accord par rapport à un sujet. Et ça peut être Exactement. source de conflit, avoir des querelles, des choses qui n'ont pas lieu d'être pour de simples choses, tout simplement. Et les insultes fusent en plus, hein. Les Oui. insultes fusent dans les commentaires, donc vraiment... En plus, sur les réseaux sociaux, ça peut aller très vite. Ah oui, Et oui, souvent, oui, les oui, gens oui. se lâchent parce que ils savent qu'on les voit pas. Voilà, Oui. c'est ça, C'est juste des exactement. pseudos, n'est-ce pas? C'est Sous ça, les c'est ça. pseudos, ils se lâchent, hein, vraiment, vraiment dans les mots, etc., qu'ils Exactement. emploient et tout. Alors Vraiment. qu'en face à face, ils n'auraient pas dit ça. Ah oui, oui, oui. C'est oui, en vrai, il y a une facilité de manquer de respect au travers d'un écran dans les réseaux sociaux. Ça veut dire en physique, les personnes, des fois, elles ne se permettent pas de dire certaines choses, Oui. mais dans les réseaux sociaux, là, ils se permettent. C'est-à-dire insulter, dire des gros mots, Vraiment. être violent dans ses propos de manière verbale. Et en physique, ils feront pas forcément ça. Mais à travers les réseaux, ils vont avoir cette facilité-là de manquer de respect à son prochain. Oui, effectivement. Et il y a aussi d'autres déclencheurs hein, du manque de respect. Il peut y avoir aussi des situations stressantes. Par exemple, vous pouvez être dans une situation, vous êtes stressé et tout, etc. Et là, paf, hein, là, vous manquez de respect à l'autre Oui. personne. Il suffit qu'une personne vous pose une question et là, pam, voilà, vous lui manquez de respect, vous le grondez, voilà, vous mettez en colère, etc. Est-ce que ça vous est arrivé justement des situations stressantes où vous avez débordé, vous êtes sorti dans le cadre, d'accord, du respect et il y a des mots qui sont sortis ou alors des actes, des attitudes ou même une communication non verbale mais qui n'est pas une bonne communication? Moi, je sais que avec ma sœur, des fois, des fois, lorsqu'il y a des situations stressantes, elle peut vite être dans le manque de respect, etc. Ce qui fait que par moment, si par exemple, j'ai un exemple en tête, on avait pris l'avion et on l'avait raté. Et du coup, elle était vraiment stressée et ça fait que je lui parlais, mais elle me répondait pas. Parce qu'elle était dans le stress, le rush. oui, elle se demandait comment on va faire, etc. Je lui parlais, mais elle me répondait pas. Après, moi, j'étais en mode, mais comment on va faire? Mais en réalité, après, j'ai compris que c'était parce que, Elle était dans une stressée, situation tout stressante, simplement. oui. Et ça arrive justement où des personnes vont te dire, mais t'es bête ou quoi? Ah, nanana, parce que justement, elles sont stressées et tout, machin. Exactement. Et là, tu lui poses une question qui est évidente, elle va te dire, t'es bête ou quoi, etc. Donc, du coup, ça peut justement heurter notre moi, hein, et on peut se sentir justement être pris d'un manque de respect pour notre personne. C'est vrai. Et moi, je sais que j'ai une autre situation à expliquer et qui me concerne. Mais ça, c'est très bien fini. Mais en fait, c'était lors d'un travail de groupe et je me rappelle qu'on était 6 dans ce travail de groupe-là. Et en fait, il y avait 2 personnes qui ne travaillaient pas. Et c'est vrai que quand on est dans un travail de groupe et qu'il y a une note à la fin et qu'il y a un temps limité, en fait, on est assez stressé, on veut finir vite et on veut que tout le monde, en fait, puisse mettre la main à la pâte. Et c'est vrai qu'à un moment, ça a un peu parti, enfin, ça s'est un peu dégénéré dans le sens où je suis partie voir la personne et je lui ai dit, mais en fait, vous ne travaillez pas. Et en fait, les voix se sont élevées. Et à un moment, en fait, elle s'est attaquée, en fait, à ma foi. Ça m'a vraiment piqué. Ça m'a vraiment piqué et tout. Et mais finalement, j'ai pas relevé dessus. Mais c'est vrai que à ce moment-là, je lui ai dit, ne parle pas de ma foi, ne parle pas de ça, en fait. Et du coup, finalement, après, on s'est plus parlé. Mais finalement, en fait, on est revenus l'une vers l'autre et finalement, on s'est excusés mutuellement parce que c'est vrai qu'on était dans un cadre assez stressant et même, voilà, en tant que chrétienne, il ne faut pas s'énerver. Donc, j'ai pris la responsabilité d'aller discuter avec la personne et de pouvoir régler, en fait, ce problème-là. Oui, Voilà. effectivement, parce que ça peut s'envenimer après. Hein. Exactement. Ça peut devenir vraiment, comme une vraiment. grosse boule de neige qui ne cesse que de grossir, n'est-ce pas? Vraiment, Donc, vraiment. vaut mieux temporiser, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, c'est bien en tout cas. Alors, il y a aussi d'autres choses qui peuvent être déclencheurs du manque de respect. Ça peut être des normes sociales défaillantes, des normes sociales qui amènent justement à ce manque de respect. Et c'est vrai que quand on regarde la société, quand elle évolue, on voit que parfois des bonnes normes sociales se perdent
n'est-ce pas? Des choses qu'on faisait avant, d'accord, se perdent au détriment, effectivement, de mauvaises habitudes, d'accord, qui peuvent s'infiltrer. Et c'est vrai que les normes sociales peuvent être défaillantes. Pourquoi? Parce que la transmission, la retransmission n'est pas bien faite aussi. Moi, je sais que, ma mère, quand elle m'a éduquée, tout le temps, elle me disait, quand tu rencontres quelqu'un, il faut dire bonjour, il faut dire merci, il faut machin, tout ça, etc., etc. Mais quand c'est mal retransmis, ça peut, effectivement, cette bonne norme-là, d'accord, peut être défaillante, n'est-ce pas? Et quand on regarde même, on regarde à l'école, ce n'est plus la même chose. Maintenant, les professeurs doivent passer pas mal de temps à faire taire les élèves pour commencer le cours, alors qu'avant, on avait des moyens dissuasifs, n'est-ce pas, pour qu'on puisse respecter le professeur quand même. Il y avait des punitions mises en place, etc. Bon, maintenant, il y en a quand même, mais c'est plus difficile, justement. Et le métier d'enseignant est vraiment un métier, justement, qui est en perte de vocation. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent plus l'être. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce manque de respect de la part des élèves, d'accord, qui vont justement troubler le cours, perturber le cours, et ils vont passer parfois même plus de temps à faire taire les élèves pour commencer le cours que de pouvoir faire leur cours. Et donc, on voit effectivement pourquoi, parce que effectivement les normes sociales peuvent être en perdition, d'accord, l'éducation peut être en perdition, qui fait qu'il y a un manque de respect accru. Alors que les professeurs, ils étaient respectés. Quand un professeur disait quelque chose, on était là, on écoutait, etc. Mais ça se perd. Ça se perd, ce respect envers les professeurs. Oui, ça me rappelle même un exemple, c'est lorsque j'étais au lycée, j'étais en cours de SES. Et la prof, elle parlait aux personnes, elle parlait à la classe, mais personne n'écoutait. Ça veut dire qu'il y avait des personnes, ils étaient encore avec leur sac. Le cours, il avait commencé, ça faisait une demi-heure. Leur sac à dos était encore sur leurs épaules. D'autres, ils étaient au fond de la classe, ils parlaient. D'autres, ils parlaient entre eux alors qu'ils étaient à deux extrémités de la classe différentes. À un moment donné, la prof, elle s'est énervée. Elle a crié et elle a dit qu'elle partait, tout simplement. Et elle nous a laissés comme ça. Et le cours s'est fini alors qu'il reste encore 1 heure de cours. Alors que avant, ça serait passé autrement. Mais parce qu'il y a eu tout ça, il y a eu cette, cette légèreté avec l'autorité, ce qui fait que maintenant les élèves se permettent de faire des choses qui ne seraient pas permis avant. Oui, c'est ça. Et surtout que maintenant, c'est très dangereux d'être professeur. Là, en ce moment, on voit que c'est très dangereux, c'est même très risqué. Alors qu'avant, ce n'était pas aussi risqué, mais maintenant, c'est très risqué parce qu'on peut perdre la vie. Et beaucoup, justement, ont été tués, justement, alors qu'ils étaient en train de pouvoir, justement, apprendre aux élèves, enseigner aux élèves. Et donc, c'est vraiment dommage, en tout cas. Paix pour toutes ces personnes, en tout cas, pour tout l'entourage des personnes qui ont vécu cela. En tout cas, vraiment, que vous soyez courageux par rapport à ça et vraiment que ce métier-là ne perde pas de vocation, justement parce qu'il y a des personnes, ils aspirent à cela, mais après, le fait de voir ça, ça peut décourager certains de pouvoir être enseignants parce que à cause de la dangerosité et à cause du manque de respect, effectivement, qui s'est établi dans la société par rapport aux professeurs, alors que il n'en était pas ainsi, les années précédentes, d'accord, c'était quand même des personnes respectées. Moi, j'aime bien mon époque, n'est-ce pas? J'aime bien mon époque. J'aime pas cette époque, mais voilà. Mais alors, oui. Oui, j'aimerais même rajouter que c'est là où on voit que le manque de respect peut venir aussi par rapport aux fréquentations. Lorsque, par exemple, tu vas voir ton ami, il va manquer de respect à quelqu'un, toi, automatiquement, tu vas te dire, si il y a manqué de respect à cette personne, en réalité, on peut manquer de respect et ça peut devenir une norme qui ne l'était pas avant. Parce que l'exemple de la classe, tout le monde était dans ce cas-là, enfin, une grosse partie de la classe manquait de respect à la prof parce que lorsqu'elle parlait, ils faisaient autre chose. Et vu que, leurs amis faisaient la même chose, ils se sont dit, c'est pas grave. Et ils ont banalisé ça. Oui. Non, c'est dommage, en tout cas. Oui. Alors, donc, du coup, par rapport à cela, il y a aussi d'autres normes sociales. Il peut y avoir aussi des sociétés qui n'accordent pas d'importance à l'heure. Mais pour d'autres sociétés, l'heure est importante. L'heure, c'est l'heure.
Après l'heure, ce n'est plus l'heure, n'est-ce pas? Et il y a des sociétés qui sont très à cheval, n'est-ce pas, dans leur culture, dans leur éducation. Ils sont très à cheval par rapport au fait de pouvoir être à l'heure parce que c'est un signe de respect, alors que d'autres, ils peuvent se dire, oui, bon, 15 minutes, c'est pas grave, 1 heure, non, c'est pas grave, c'est rien. Et ils viennent 2 heures après, n'est-ce pas? Mais bon, c'est ça. Et il y a aussi des sociétés par rapport même au couple. Il y a des sociétés qui sont matriarcales, d'accord, où la femme, justement, elle aura un certain rang, une certaine dignité, un certain respect. Et aussi, il y a des sociétés, justement, où, justement, dans les sociétés matriarcales, ce sont les femmes qui vont tout diriger, etc., qui vont faire pas mal de choses. Et contrairement aux sociétés patriarcales, là, il peut y avoir conflit et ça peut être considéré comme un manque de respect. Donc, tout dépend effectivement des normes. Et il est important, justement, que quand on vient dans un pays, qu'on respecte un peu les normes du pays, mais qu'on n'impose pas sa règle forcément, n'est-ce pas? Et parce que effectivement, c'est là où l'autre se sentira justement pas respecté parce que ce sont les normes dans lesquelles effectivement il a vécu. Voilà, comme notamment l'exemple des heures, n'est-ce pas? Oui. Donc, soyons à l'heure, n'est-ce pas? Oui. Même pour revenir sur l'exemple des heures, en France, il y a ce qu'on appelle le quart d'heure de politesse. En gros, on vient quelques minutes après pour laisser le temps à la personne qui nous invite de préparer. Donc, ça, c'est une norme qui est en France, mais dans d'autres pays, ça ne sera pas forcément le cas. Oui, effectivement, oui. Donc, c'est important aussi de connaître. On parlait d'ignorance aussi, ça peut déclencher le manque de respect. Si on ne connaît pas les normes de respect d'une société, effectivement, et qu'on est dans l'ignorance, ça peut déclencher le manque de respect pour cette personne-là, le fait de ne pas être dans ces normes de respect ou les normes de respect de la société qui régissent son éducation. Alors, on va continuer. Et on va parler justement de comment se faire respecter, parce que ça peut arriver, des personnes qui vont sortir justement de la borne du respect, qui vont être irrespectueux envers nous, soit parce qu'ils sont fâchés, soit ils sont en colère, soit ils sont stressés ou autre chose, etc. Mais comment faire face à ça? Comment se faire justement respecter sans nous aussi sortir des bornes du respect? Parce que on ne doit pas se faire respecter en devenant irrespectueux, n'est-ce pas? Ça sert à rien, d'accord? Parce que ce qu'on va reprocher à l'autre, on ne doit pas le faire aussi, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour se faire respecter? Comment faire? Moi, il y a une clé que j'aimerais vous donner. Et c'est même une phrase que je vais vous donner, et c'est une phrase de Georges Bernard Shaw, donc une phrase qui est très utilisée. Et en fait, cette phrase dit « Ne faites pas aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fissent, il se peut que leurs goûts ne soient pas les mêmes. » En d'autres termes, ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on puisse te faire. Et vous savez, la Bible nous dit dans Matthieu 22, verset 39, donc c'était dans le contexte en fait où un pharisien avait en fait demandé une question à Jésus et il lui avait demandé en fait quel est le plus grand commandement en fait de la loi. Et Jésus lui avait répondu dans un premier temps que le premier commandement est que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et le second commandement, c'est « Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et vous savez, lorsque l'on s'aime soi-même, il y a des choses en fait qu'on ne va pas forcément accepter. Tu ne vas pas accepter que l'on puisse t'ignorer, tu ne vas pas accepter qu'on puisse mal te parler, tu ne vas pas accepter qu'on puisse élever la voix sur toi, tu ne vas pas accepter en fait plein de choses parce que tu t'aimes en fait. Et dans ce verset, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, de la même manière, tu ne dois pas manquer en fait de respect à ton prochain. Tu ne dois pas ignorer ton prochain. Tu ne dois pas mettre en fait à l'écart ton prochain. Et vous savez, il y a un autre verset également qui dit dans 2 Corinthiens 9, verset 6, « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Et on peut comprendre ce verset dans le sens où si tu sèmes en fait le manque de respect, tu vas moissonner en fait le manque de respect. Mais si tu sèmes en fait le respect, tu vas moissonner en fait le respect. Et c'est vraiment l'un des conseils que j'aimerais vous donner, c'est vraiment de pouvoir en fait respecter l'autre comme toi tu te serais respecté.
Amen, c'est d'avoir la même considération envers l'autre qu'on aimerait nous aussi avoir. Parce que c'est aussi trop beau de pouvoir exiger beaucoup de l'autre et de ne pas justement soi-même faire en retour autant que l'on exige. Exactement. Donc ce serait vraiment injuste, si on peut dire ça, la balance serait faussée. Et il y a le verset de Matthieu 7,2 aussi qui va dans le même sens, qui dit que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. D'accord? Et c'est surtout ça, en fait. On veut recevoir beaucoup des autres, mais on n'est pas capable de faire de même pour ceux qu'on veut recevoir, ceux dont on veut recevoir. Donc, c'est ça aussi. Si vous voulez recevoir du respect ou de la considération de la part des hommes, alors vous aussi déjà cultivez aussi cette considération de la part des autres par rapport aux autres, en fait. Comment vous traitez les autres? Comment vous parlez aux autres? Comment vous vous comportez vis-à-vis de votre prochain? Alors, vous recevrez la même part que ce que vous aurez aussi semé dans la vie des autres. Et donc, c'est important de se dire ça parce que souvent, on est déséquilibré, on veut recevoir ce que nous-mêmes, on n'est pas capable de donner. Et donc, ce serait injuste de vouloir demander plus à son prochain que ce qu'on est capable de donner nous-mêmes en retour. D'accord? Et une autre clé aussi par rapport au fait de comment justement se faire respecter, c'est le fait de pouvoir s'affirmer, d'accord, en face des personnes. Il y a des personnes, justement, qui ont un faible caractère, qui ne savent pas s'affirmer, et quand ils rencontrent justement quelqu'un qui a un fort caractère, ils sont dépourvus de moyens, ils sont comme anesthésiés, ils ne savent pas quoi répondre, ils ne savent pas quoi dire, et du coup, ils subissent la situation, d'accord? On peut leur manquer de respect, soit effectivement, on hausse le ton sur eux devant tout le monde, etc., mais comme ils ont du mal à s'affirmer déjà par leur faible caractère, d'accord, eh bien c'est d'autant plus humiliant pour eux que de subir ce type de situation, d'accord. Cette situation, elle est comme exacerbée, multipliée par 1000 en fait dans leur entendement, parce que déjà ils ont eux-mêmes un faible caractère. Et donc c'est important de pouvoir s'affirmer et de développer ça. Que tu aies un faible caractère ou que tu aies un fort caractère, c'est important de pouvoir s'affirmer, mais s'affirmer dans les bornes du royaume de Dieu, dans le respect, d'accord. Et il est important de choisir ses mots, justement, pour pouvoir s'affirmer en face de l'autre. Il est important de choisir le ton. Il est important de faire attention à calmer ses émotions, calmer son ardeur avant de pouvoir s'exprimer. Et il est important, justement, d'avoir un bon faciès, si on peut dire ça, parce qu'il y a la communication verbale, mais il y a aussi la communication non verbale, d'accord? Et il y a aussi les gestes aussi qu'on peut être amené à faire. Il y a des gestes, d'accord, qui dénotent un manque de respect, n'est-ce pas? Qui sont injurieux, n'est-ce pas, comme le doigt d'honneur. Oh my God. Voilà, c'est très injurieux, mais pourtant ce n'est pas une communication verbale, c'est un geste. Mais on communique aussi au travers des gestes. Donc faisons attention à ce qu'on va faire, faisons attention de ne pas lever la main comme ça, comme si vous allez frapper la personne menacée par la main, n'est-ce pas? Et surtout quand vous avez une grosse main, si vous baissez la main, n'est-ce pas? Donc il est important de ne pas, comment dire ça, se mettre face à la personne, tête contre tête, etc., comme ça. Oui, non, c'est très agressif, en fait. Vous voyez, c'est très agressif. Donc, il faut faire attention à pas mal de choses pour ne pas manquer de respect à la personne, d'accord? Il faut savoir s'affirmer dans le respect, d'accord? Ne sortez pas des bornes du royaume de Dieu, ne sortez pas de l'amour, ne sortez pas de la paix, d'accord? Parce que, justement, on aura dit quelque chose qui va toucher, d'accord, votre moi, qui va vous manquer de respect, d'accord, mais vous-même, hein, attelez-vous à vous affirmer, mais dans le respect, d'accord? J'aimerais même donner un conseil pour les personnes qui ont un faible caractère, qui ont du mal à s'imposer, c'est le fait de déclarer. Déclarer réellement que vous avez un bon caractère, déclarer que vous savez vous faire respecter, déclarer que vous avez du charisme, que vous savez ce qu'il faut dire, quand faut le dire et comment faut le dire. Déclarer sur votre propre vie et vous allez voir la manifestation, vous allez voir que vous aurez plus cette facilité-là de vous affirmer lorsqu'il le faut et le faire correctement, ne pas tomber dans des extrémités comme Pasteur Paulette vient de le dire. Et j'aimerais même vous donner donc une autre clé, c'est vraiment de rester ferme dans ses décisions. Et je vais même prendre en fait un exemple qui est explicite et qui va parler à tout le monde. Et c'est même en fait un exemple qu'on a évoqué en fait tout à l'heure, donc par rapport au manque de respect donc qu'on peut avoir envers les professeurs. Et vous savez, il y a deux catégories de professeurs. Il y a le professeur qui te dit que si tu viens en retard, tu ne rentres pas dans la classe. Et il y a l'autre professeur qui va te dire que
si tu ne viens pas, tu ne rentres pas dans la classe, mais quand tu arrives en retard, finalement, il te laisse rentrer dans la classe. Et en fait, le problème, c'est quoi? C'est que lorsque tu vas en fait arriver en retard avec l'autre professeur, tu vas te dire, oh, c'est pas grave si j'arrive en retard, il va quand même en fait me laisser rentrer et vous allez en fait avoir un manque de respect dans le sens en fait où vous allez accumuler les retards en fait avec ce prof là parce que malheureusement en fait ce prof a été laxiste en fait avec sa décision et c'est pour ça que j'aimerais vraiment encourager une personne au travers de cet exemple là à vraiment avoir des décisions fermes, que ton oui soit oui et que ton non soit non. Oui. Amen, amen. Et une autre clé aussi, ce serait de savoir exprimer ses sentiments, ses pensées. Quand on nous manque de respect, ne restez pas là en accumulant à chaque fois le manque de respect. Le manque de respect, vous accumulez, vous accumulez, vous accumulez. Pourquoi? Parce que vous risquez d'exploser, d'accord? Oui. Et il est important justement de le faire, de dire à la personne qui vous a manqué de respect que vous n'avez pas apprécié les mots qu'elle a utilisés ou vous n'avez pas apprécié la façon dont elle vous a parlé devant tout le monde, qu'elle aurait pu le dire, d'accord, de manière privée, en privé, etc. En tout cas, vous pouvez lui faire justement remonter ces griefs-là, soit dans le privé ou dans le public, mais exprimer, d'accord, votre mal-être, exprimer le manque de respect que vous avez vécu à la personne qui vous l'a fait vivre. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres clés? Savoir dire stop lorsque la personne déborde, savoir dire non, là c'est bon, là c'est trop, comme Pasteur Paulette l'a dit. Et même pour aller plus loin, ne pas rigoler lorsqu'on parle. Parce que des fois, on peut se dire, je vais dire à la personne, mais pour un peu casser ce sérieux, je vais rigoler. Mais des fois, ça passe pas avec certaines personnes. Avec certaines personnes, lorsque on leur dit les choses en rigolant, la personne ne prend pas réellement sérieux ce qu'on va lui dire. Du coup, faut savoir parler de manière sérieuse, lui dire, OK, là, on va parler et tout. J'ai pas apprécié à ce moment-là et sans rigoler. Certes, ce sera peut-être sérieux, ça va peut-être casser l'atmosphère, mais au moins, vous aurez dit les choses sans tabou, sans passer par 4 chemins. Et même pour numéroter, pour dire le verset que Maëlys elle a dit plus tôt, il se trouve dans Matthieu 5 au verset 37. Il va dire que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Tout ça pour vous dire qu'en réalité, lorsque vous parlez, soyez sûr de ce que vous dites, que votre oui soit oui et que votre non soit non, comme l'a dit Maëlys. Amen, amen, amen. Et parfois, ce qu'il faut faire, c'est poser des limites. Pour se faire respecter, on est obligé parfois de poser des limites. C'est-à-dire que vous voyez que cette personne-là, elle a eu à faire beaucoup de débordements avec vous. Sachez poser les limites. Soit effectivement vous prenez un peu de retrait justement par rapport à cette personne-là, ou alors vous ne permettez pas que cette personne-là entre dans certains cercles en fait avec vous, c'est-à-dire que vous lui dites non. Bon, vu qu'elle avait elle avait la possibilité d'être à certains endroits avec vous. Vous posez des limites, vous lui dites à partir de maintenant, je préfère que tu ne m'accompagnes pas pour telle et telle chose. Pourquoi? Parce que elle est susceptible de vous manquer de respect encore et dans des cercles un peu plus privés. Donc parfois il faudrait poser des limites quand vous voyez que cette personne-là, vous avez pris le temps de lui faire des remarques, de lui dire les choses plusieurs fois. Elle ne comprend pas, d'accord? Elle continue. Là, à ce moment-là, il faut savoir poser des limites. Oui, et voilà. ne pas culpabiliser. Parce que des fois, je sais que personnellement, je vais prendre mon exemple, des fois, je peux poser des limites et après commencer à me dire, ah, mais en fait, là, la personne, je l'ai peut-être offensée, je l'ai peut-être brusquée et me sentir mal. Alors que non, en réalité, si vous faites bien les choses, si vous parlez de manière correcte, il n'y a pas de raison de, après, culpabiliser. Oui, parce qu'après, le truc, c'est avec la familiarité. Oui. C'est ça, c'est que quand la personne, elle est devenue familière avec vous et qu'elle n'arrive pas à sortir de la familiarité, les enchaînements de manque de respect, ils vont de bon train. Donc, du coup, parfois, pour couper court à cette familiarité, on est obligé de restreindre cette personne-là à certains accès, etc., pour comme poser des limites et pour lui dire que là, trop, c'est trop, en fait. C'est un peu une manière de dire aussi, vraiment, là, tu as été très loin, etc. Là, maintenant, je pose des limites, pour que ça ne puisse pas aller trop loin aussi.
D'accord. C'est même pour son bien. Parce Oui. que si elle se retrouve dans des situations à manquer de respect, d'autres personnes peuvent mal le voir, peuvent avoir des a priori, des préjugés sur cette personne, se dire que c'est une personne familière, une personne irrespectueuse. Et en fait, des fois, on ne remarque pas, mais les gens nous observent. Ça veut dire que si on manque de respect à une personne, la personne peut se faire directement une image sur vous et on n'a pas deux fois une occasion de faire une bonne impression. Ça veut dire que si la première fois que cette personne vous voit, vous manquez de respect, après, la personne elle aura vraiment cette image-là de cette personne irrespectueuse. Oui, c'est vrai, hein. C'est très vrai. Et donc, du coup, ça me fait penser, t'imagines, ta sœur, elle vient à ton lieu de travail, il y a ton patron juste à côté, et elle commence à mal te parler, etc., etc. Oh là là. Ça donne une mauvaise image d'elle-même, en fait. Déjà, ça la décrédibilise. Ou alors, la femme qui vient au travail, devant contact. son mari, devant... Oh le là patron là. est juste à côté. Et après, cette femme-là, elle se retrouve aussi, parce que souvent les entreprises, ils organisent des fêtes et tout, avec le travail et tout. Elle se retrouve dans les fêtes, là, et là, le patron la revoit. Du coup, le patron aura déjà une mauvaise image d'elle-même, parce que le patron l'a vue en train de mal parler à son mari sur le lieu de travail. Elle s'est pas rendue compte que le patron était juste à côté, etc. Et du coup, ça peut donner déjà une mauvaise image de cette femme-là et tout. Et ça peut biaiser les relations déjà aussi, dès le départ. Alors qu'ils n'ont jamais discuté ensemble. Donc, et c'est pour ça que c'est important, n'est-ce pas, d'être dans un environnement, d'accord, où il y a le respect qui est instauré, tout ça. Mais c'est à nous aussi, c'est de notre responsabilité aussi de nous faire respecter. Parce que le respect, oui, bien sûr, ça doit être la norme, mais souvent la norme n'est pas bien faite, d'accord. Donc, c'est important de se faire respecter, d'accord, parce que il en dépend aussi de notre bien-être, en fait. De notre bien-être, parce que souvent, quand on est des victimes du manque de respect, ça a un impact sur nous-mêmes, sur notre estime de nous-mêmes et bien d'autres choses, d'accord. Et c'est pour ça que c'est important. L'environnement qui s'y à l'homme, c'est un environnement où il se sent respecté, d'accord. Et ça donne un beau cadre, un bon environnement dans lequel justement la personne est en pleine confiance d'elle-même, etc. Parce que si on vous manque de respect tout le temps, ça peut aussi briser votre confiance envers vous-même aussi, hein. Et ça peut vous casser des choses en vous-même. Donc, c'est important, justement, de faire cela et de se responsabiliser par rapport à cela. C'est-à-dire que c'est à nous de faire la démarche, d'accord, pour que, effectivement, la personne en face arrête de nous manquer de respect. Non pas qu'il n'y aura pas d'autres personnes qui vont nous manquer de respect, mais déjà celles qui nous manquent de respect tout le temps. C'est de notre responsabilité de pouvoir faire cette démarche-là et j'espère que vous l'avez compris. Alors n'ayez plus peur, n'est-ce pas, de ceux qui vous parlent mal, etc. N'ayez plus peur d'exprimer vos pensées, d'exprimer vos émotions, d'exprimer ce que vous ressentez quand la personne, elle vous manque de respect. Allez même en privé, parlez à la personne, prenez votre courage à deux mains et faites le premier pas. Alors, on va parler effectivement de comment gérer les conflits justement avec respect. Parce que ça aussi, c'est pas évident, que ce soit des différents cadres qu'on peut rencontrer, c'est pas évident, d'accord. Et comme première clé, il y a cette communication constructive. Comment arriver à avoir une communication constructive avec quelqu'un? C'est-à-dire que vous allez aller vers la personne. La personne va vous dire, vous allez dire à la personne, oui, tu m'as manqué de respect pour telle et telle chose. Mais la personne, elle a du mal à entendre ce que vous dites. Elle commence à s'emporter, etc. Comment ramener une communication constructive dans ce genre de situation? Moi, je pense que face à l'agressivité d'une personne, je pense qu'en fait, il faut toujours réagir calmement. Et même si cette personne-là est agressive, quand même pouvoir l'écouter. Parce que lorsqu'une personne se sent écoutée, et même qu'elle va voir en fait que vous êtes calme en face de son agressivité, elle-même en fait, elle va se calmer. Et moi, je dirais aussi que pour avoir en fait une communication constructive, c'est important de s'écouter l'un et l'autre. Et je prends même mon exemple moi-même quand j'ai parlé avec la fille de mon école. En fait, j'ai attendu en fait qu'elle m'explique en fait ce qui l'a dérangé. Donc chaque point, moi aussi j'ai expliqué en fait ce qui m'avait dérangé. Et on a fini en fait par s'excuser en fait mutuellement parce que c'était une communication en fait qui était calme et finalement tout est rentré dans l'ordre. Mais le conseil que j'aimerais vous donner, c'est vraiment face à l'agressivité, vraiment rester calme. Et dans le fait de s'écouter l'un et l'autre,
c'est surtout aussi essayer de comprendre qu'est-ce que l'autre veut me dire. Oui. Parce que tant qu'on ne comprend pas, ça va être difficile de pouvoir changer. C'est vrai. Donc, C'est vrai. c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être reformuler la phrase, essayer de redire avec d'autres mots, réexpliquer avec d'autres mots aussi. Je pense que ça permet une communication constructive, parce que parfois on va utiliser des mots, mais que l'autre ne va pas comprendre. Et donc, ça peut soit irriter l'autre, alors que c'est pas ce que vous voulez dire, hein, parce que vous connaissez, hein, souvent on dit, il y a un qui parle chinois et l'autre parle français. Donc, du coup, ils se comprennent pas. Pourquoi? Parce que les mots que le chinois va utiliser, le français ne pourra pas le comprendre parce que c'est une question de langage, d'accord, qui est prononcé par quelqu'un, d'accord, mais qui chez l'autre, d'accord, est incompréhensible. Donc c'est ça en fait, c'est trouver des reformulations s'il le faut. Parfois c'est fatigant. C'est fatigant, mais il faut le faire. Reformuler, d'accord, avec d'autres mots et dire à la personne non, ce n'est pas ce que j'ai voulu te dire et tout. Voilà, calme-toi, ne t'énerve pas et tout. Voici ce que j'ai voulu dire. Et c'est comme ça qu'on arrive à reformuler les phrases et tout et utiliser d'autres mots. Hein. Et pour ça, il faut faire preuve de sagesse. Il ne faut pas être maladroit parce que parfois on peut être maladroit, hein, c'est ça, non intentionnellement. Hein, c'est-à-dire qu'on ne le fait pas exprès, d'accord, mais on va utiliser des mots qui vont irriter l'autre parce qu'on a été maladroit, on a utilisé les mauvais mots. Et donc, du coup, c'est vraiment ça, et demander à Dieu vraiment de nous donner voilà, des paroles qui vont apporter une certaine grâce à l'autre, c'est-à-dire une certaine valeur ajoutée à l'autre, où la personne ne va pas sentir qu'on la rabaisse, mais qui va produire, d'accord, en l'autre de la paix. Parce que c'est ça, en fait, la communication constructive va apporter la paix, en fait, dans une communication qui, elle est excessive, elle est sortie des bornes. La communication constructive, le but, c'est d'apporter la paix, la compréhension, d'accord, et de terminer par l'amour, n'est-ce pas? Donc, moi, je prie effectivement que ça soit votre cas, que vous arriviez à reformuler les phrases, à dire les choses autrement, même reformuler le ton, n'est-ce pas, dire ça avec douceur et tout, et d'essayer d'être encore plus compréhensif, en tout cas, pour l'autre, et essayer de faire en sorte que l'autre puisse comprendre votre propos, d'accord? Maintenant, après, il peut y avoir des personnes qui sont bornées et têtues, d'accord, dans leurs opinions, voilà, dans leur façon de penser, et quand c'est comme ça, à ce moment-là, il faut arrêter. Hein, il faut se dire que là, c'est, on peut battre le terrain, on peut le battre dans tous les sens, mais ça ne va pas aboutir à quelque chose, d'accord? La personne n'est pas encore disposée à entendre ce que vous allez dire. À ce moment-là, vous allez vous allez mettre stop à la conversation et vous allez revenir dans un autre moment, d'accord, qui va associer une autre. Parce qu'il y a des moments favorables, n'est-ce pas? Il faut savoir les saisir, d'accord, les occasions qui peuvent être favorables où vous sentez que la personne, elle est dans une bonne humeur, un bon état d'esprit, etc. Elle n'a pas des problèmes à gauche, à droite, etc. qui va faire que, non, si on parle de ça, au moment où il y a des tempêtes, des problèmes, etc., et que vous parlez de ça, non, ça va pas être constructif. Donc, vous allez choisir un moment plus favorable, d'accord, un moment, d'accord, si à cette conversation, à ce type de conversation, et là, ça pourra porter plus de fruits. Après, il y a aussi le temps de laisser l'autre grandir, parce que parfois, ça peut être dû à la maturité de l'autre. Et c'est pour ça qu'il est têtu et borné dans son opinion. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas assez mature pour comprendre ce que vous voulez dire. Et parfois, il faut reconnaître que la maturité dont vous faites preuve, elle est au-dessus de la maturité d'autres personnes. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez le moment propice. D'accord, quand cette personne-là, elle aura peut-être un peu grandi dans certaines choses et qu'elle sera à même de comprendre ce que vous voulez dire. À ce moment-là, effectivement, ce sera mieux, d'accord? Il y a aussi une autre clé, c'est d'utiliser des exemples. Des exemples, les exemples sont très parlants, vous voyez? Quand vous allez prendre des exemples concrets, d'accord, vous allez rendre quelque chose de théorique concret, d'accord? À ce moment-là, il y a certaines personnes qui vont mieux comprendre. Parce que parfois, quand on va être dans les mots, etc., les mots, mais que ces mots-là n'amènent pas quelque chose de concret, d'imagé pour la personne, ou quelque chose qu'elle peut vivre et qu'elle peut comprendre, quelque chose de palpable. Et c'est pour ça que les exemples sont bien, parce que ça permet de bien illustrer certains propos que nous pouvons avoir, certaines opinions que nous pouvons avoir. Et donc, en donnant des exemples aussi, ça peut permettre une communication plus constructive et permettre à certaines personnes de mieux comprendre les choses. D'accord? Oui.
J'aimerais aussi rajouter faire preuve d'amour envers cette personne parce que comme Pasteur Poète l'a dit, des fois la personne peut manquer de maturité ou même des fois la personne peut vivre des situations qui l'ont amené à avoir ce manque de respect-là. Ça n'excuse en rien, mais faut pas non plus tirer sur la personne, faut pas non plus lui dire avoir des offenses par rapport à cette personne, mais réellement comprendre qu'elle a pu vivre des situations et ne pas être offensée, ne pas être énervée contre cette personne, mais réellement être libre de toute offense, de toute colère et de réellement se dire que si elle a fait ça, c'est peut-être qu'il y a eu des raisons et vraiment faire preuve d'amour envers cette personne. Même si cette personne ne vous rend pas forcément cet amour, donnez quand même cet amour-là. Oui, et ça c'est vraiment bien hein, comme clé et même surtout dans les couples. Le fait de pouvoir justement utiliser un langage d'amour, ça permet justement d'attendrir le cœur de la personne. Bon, après, faut pas être, on fait de la manipulation maintenant. C'est-à-dire, on attendrit le cœur, on offre des cadeaux, tout ça. Et après, on sort, n'est-ce pas, la discussion qu'on n'a pas terminée il y a je ne sais combien d'années, etc. Non, on n'offre pas des cadeaux dans ce but-là, hein, n'est-ce pas, mais c'est juste que ça prépare, n'est-ce pas, le terrain. Ça peut préparer le terrain d'une conversation qui est une conversation qui peut être conflictuelle, n'est-ce pas? Donc c'est important parfois de bien préparer le terrain, d'accord? Mais ne pas se dire non, je vais faire telle chose, d'accord? Pour que après elle aille dans mon sens, d'accord? Parce que ça peut être comme de la manipulation, d'accord? Donc il faut faire attention à ça. Mais utiliser le langage d'amour, je pense que ça prépare bien le terrain. N'est-ce pas, à certaines discussions où on sait que on va avoir divergence d'opinion. Voilà, l'autre va dire ceci, moi je vais aller dans l'autre sens. Lui va dire A, je vais dire B. Lui il sera plus vers ce penchant-là et moi je serai de l'autre côté, carrément à l'opposé. Je pense que ça peut préparer le terrain, d'accord, mais ça ne fait pas tout. Ça fait pas tout. Parce qu'on peut préparer le terrain, mais à la fin terminer par justement quelque chose où on n'a pas résolu le problème, hein, on n'a pas trouvé de solution. Donc, mais bon, ça prépare, on va dire. Faut savoir aussi dialoguer, ça veut dire aussi accepter ce que l'autre dit. Parce que des fois, on arrive dans la discussion et on a déjà nos avis et on veut pas accepter l'avis de l'autre. Alors que c'est un dialogue. Faut apprendre réellement à accepter ce que la personne nous reproche et nous lui dire ce qu'on lui reproche à notre tour. Et réellement que ce soit dans les deux côtés, pas juste d'un côté vous tirez, après vous partez. Non, prenez vraiment ce temps-là de parler, de dialoguer, de vraiment partir partir en voulant régler le problème. Pas juste pour reprocher la personne, pas juste pour tirer sur la personne, à répartir. Non, vraiment avoir ce but-là dès le départ, de régler la situation. Oui, exactement. Et je dirais aussi que c'est important de mettre aussi, comme on dirait, le dicton, de l'eau dans son vin. C'est-à-dire que chacun fasse mi-chemin, pour arriver à une solution qui va convenir aux deux personnes. C'est-à-dire que si moi je mets de l'eau dans mon vin, que lui aussi met de l'eau dans son vin, je pense qu'on peut arriver plus à un compromis où on serait d'accord sur quelque chose que tous les deux, on est chacun de notre côté, on est dans nos opinions retranchées et on n'essaie pas de mettre un peu d'eau dans notre vin et comme ça, on n'arrive pas à avancer dans le cheminement de la solution parce que le but, c'est de trouver une solution. Mais si on n'y met pas du sien, c'est-à-dire que on ne fait pas abstraction de certaines choses qui, oui, ça va pas nous plaire, mais on essaie de trouver une solution. Donc ça veut dire que tout va pas nous plaire, mais on va mettre de l'eau dans notre vin, d'accord? Et si chacun fait son petit bout de chemin, je pense que effectivement vous pouvez sortir de cette situation avec une solution parce que chacun y a mis du sien. Chacun, justement, a renoncé à une partie de soi-même, d'accord, pour pouvoir trouver la solution, d'accord, qui va plaire à chacun d'entre vous. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à gérer des conflits avec respect. Parce que parfois, il y a des choses dans lesquelles vous ne tomberez pas d'accord, mais complètement sur la solution que vous voulez adopter, mais ça va être une solution qui va convenir à vous deux. Mais pour ça, il y a besoin de la participation de chacun d'entre vous. Il y a besoin que chacun d'entre vous, vous y mettiez du sien. D'accord? Alors, quelles sont les autres clés qu'on peut donner pour justement gérer des conflits avec respect? Je crois qu'il y a d'autres clés aussi, justement. On a parlé de l'écoute active, on a parlé effectivement du fait de la communication constructive.
De langage d'amour aussi. Oui. Et aussi, déclarer la parole avant d'aller parler à la personne, prier pour que lorsque on va parler à la personne soit disposée, que le cœur soit disposé et que réellement vos mots soient justes et sages, que vos mots ne portent pas à l'offense, mais que réellement vos mots amènent une solution réellement, et vraiment prier pour que l'atmosphère soit favorable. Parce que des fois, on peut négliger la prière, se dire, bon, c'est pas grave, je vais aller comme ça et on verra après. Alors que non, des fois, le Saint-Esprit va faire en sorte que son cœur soit disposé et que lorsque vous lui parlez, les choses sont simples, claires, et que même vos mots soient clairs. Parce que des fois aussi, on croit toujours que c'est la faute des autres, mais des fois, c'est nous aussi. On n'utilise pas forcément des mots corrects. Mais le fait de prier au préalable va vous remplir de paix, d'amour. Et lorsque vous allez parler, même la personne va sentir que vous l'aimez et que vous faites pas ça contre elle, mais pour. Donc voilà, c'est une des clés que j'aimerais apporter. Et moi, une autre clé également que j'aimerais apporter, c'est vraiment le travail de soi et le travail également de son caractère, parce que souvent face à des conflits, on peut s'emporter. Et je donnerais vraiment comme conseil de vraiment passer du temps dans la parole de Dieu pour que vraiment la mentalité de Dieu puisse devenir votre mentalité. Amen. Et que face à une situation lorsque vous voudriez élever la voix, que la voix du Saint-Esprit vous rappelle que non, moi je n'agis pas comme ça, j'agis de cette manière-là, et qu'il puisse vraiment vous donner de la sagesse pour vraiment transmettre une atmosphère de paix et vraiment pouvoir régler le conflit. Oui, et j'aimerais revenir par rapport à ce que Johanna a dit, parce qu'elle a parlé des paroles qui sont importantes, d'accord? Et c'est Colossiens, effectivement, qui nous le rappelle. Dans Colossiens 4:6, il est dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc, il dit bien, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc, il y a une manière de répondre aux personnes, d'accord? Il est possible de pouvoir prier, demander à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse, afin que les paroles que je vais dire soient accompagnées de grâce, parce que je dois bien répondre à la personne, d'accord, dans cette situation conflictuelle. Je dois bien lui parler, donc vraiment que tu puisses m'inspirer ces paroles chargées de grâce que je vais libérer et qui vont apporter la paix dans ce conflit. Amen. Amen. Et il y a aussi une autre clé, c'est l'attitude avec laquelle on vient pour gérer le conflit. Parce que si tu viens dans cette attitude où tu veux toujours avoir raison, tu veux imposer ta solution parce que tu as raison, d'accord, et personne d'autre que toi n'a raison, d'accord, si tu viens dans une mauvaise attitude de cœur, alors ça ne va pas permettre que le conflit se gère dans le respect. Donc c'est pour ça qu'il est important, d'accord, d'éviter de venir avec des émotions trop toxiques pour gérer une situation conflictuelle, d'accord, parce que si on vient avec des émotions toxiques, ça veut dire que on vient dans une mauvaise attitude, parce que les émotions toxiques vont générer une mauvaise attitude en nous, soit la colère, soit l'envie, soit autre chose, d'accord, et on ne sera pas assez objectif dans la situation pour gérer le conflit, et on ne sera pas respectueux dans la façon de gérer le conflit. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se débarrasser de toutes ces émotions toxiques, prier bien avant, d'accord, pour que vous ayez une attitude correcte, d'accord, quand vous allez gérer le conflit, pour que ce conflit-là soit géré dans le respect et qu'il y ait la paix qui soit justement manifeste à la fin de votre discussion, à la fin de votre échange, à la fin de cet entretien, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, d'accord, puisse charger ces moments-là que vous allez passer ensemble. Mais je crois que vous allez y arriver au nom de Jésus, que Dieu vous donne la capacité, que Dieu vous donne la sagesse nécessaire pour gérer les conflits et pour gérer les situations, mais dans le respect. Est-ce qu'il y a d'autres clés? Oui. Et surtout, n'oubliez pas également, chers téléspectateurs, que la parole, elle a une puissance. Lorsque vous sortez des mots de votre bouche, il y a une puissance, et la parole peut soit encourager, soit décourager, soit détruire ou soit guérir. Et je prie vraiment que les paroles que vous sortez de vos bouches lors de conflits puissent être des paroles qui vont guérir les personnes également. Oui, c'est même Galates 5 au verset 24 qui va dire « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. »
Pourquoi j'utilise ce verset? C'est pour vous dire tout simplement que lorsque vous êtes dans une situation où réellement vous avez envie de vous énerver, de crier, de insulter la personne, etc. Rappelez-vous que en réalité, vous êtes en Christ. Du coup, vous devez crucifier votre chair. Les désirs charnels, vous devez les crucifier et vous devez réellement marcher selon la volonté du Seigneur et vous devez réellement marcher selon l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est plus fort que la chair. Du coup, si vous marchez avec l'Esprit, assurément, vous allez réussir à surmonter tout ça, même si c'est compliqué de renoncer à soi, même si c'est compliqué de ne pas s'emporter, vous allez réussir. Amen. Et donc le respect contribue effectivement à une société plus harmonieuse, n'est-ce pas? Une société où les gens seront effectivement joyeux. Donc je vous invite à maintenir, n'est-ce pas, la paix, à maintenir le respect autour de vous, quel que soit l'environnement dans lequel on vous a manqué de respect. Ne rendez pas le mal pour le mal, mais gérez la situation, d'accord, avec l'amour de Dieu qui remplit votre cœur. La Bible nous dit que le Saint-Esprit, effectivement, que Dieu a répandu l'amour de Dieu dans notre cœur au travers du Saint-Esprit. Alors, je prie que le Saint-Esprit vous aide justement à pouvoir faire en sorte que les conflits soient réglés dans le respect total et que vous soyez dans les bornes du royaume de Dieu. Alors, je vous laisse et je vous dis au revoir et à une prochaine émission sur un autre thème. Au revoir.